Welkom bij Een Rondje Brussel, de podcast die je meeneemt op een ritje in het Reusrad. Wij zijn Frederik en Imijn en vanuit onze cabine bieden we letterlijk en figuurlijk een nieuwe kijk op de Brusselaars. We trakteren je elke maand op een uniek gesprek hoog boven de stad met één slotvraag. Draait Brussel door! C'est compliqué. Il existe un monde en dehors de Bruxelles. Ja, maar Brussels is the capital of the free world. Het uitzicht verveelt nooit de Marolles, het Justitiepaleis. Exactement, la Grand Roue, c'est sur la place Poulard. Het stadhuis moeten we weer ergens zien en natuurlijk het Brussels parlement. Dat kende ik eigenlijk. Ja, dat tout à fait. Yes, stap in, want het cabinegesprek begint nu. Imijn, het is een groot moment. Wij zijn namelijk iets nieuws gestart. En het is een podcast. Ja, dat zijn de mensen ondertussen wel al gewoon, denk ik. Of dat is ondertussen al duidelijk. Maar het is wel iets heel cools dat we gaan voorstellen. Want het heeft te maken met waar we nu zitten. En Imijn, ik ga u de eer geven. Vertel me waar zitten we. Want ik denk niet dat de luisteraars het gaan geloven. Ja, ik ga het vertellen en ik ga naar het Frans switchen, parce que comme nos auditeurs le savent, c'est un podcast multilingue. It's a rap. It's a rap. Good guy. Français et anglais. Et aujourd'hui, notre invité est francophone, mais aussi néerlandophone, trilingue et multilingue. Et donc, je vais d'abord vous présenter où on est aujourd'hui. On est dans un studio qui bouge, c'est notre tout premier épisode. Comme notre invité l'a dit, on prend de la hauteur, car on est dans la Grande Roue sur la place Poulard. Exactement, la Grand Roue, c'est sur la place Poulard et ça, tous les Bruxellois vont savoir parce qu'à partir de maintenant, chaque mois, on va monter dans la roue avec un invité et comme vous l'avez déjà indiqué, aujourd'hui, c'est quelqu'un hyper spécial, c'est pas n'importe qui, Imane, c'est qui? Non, pas du tout. On a l'honneur aujourd'hui d'inviter niemand minder dan le ministre fédéral chargé de Belleris, des Affaires intérieures, Bernard Quintin. Merci beaucoup d'être ici. Mais merci de m'avoir invité. Bonjour Bernard. Frédéric, bonjour madame. On veut déjà vous poser une première question. On peut t'appeler Bernard. On peut te tutoyer, t'appeler Bernard? J'ai un magnifique prénom que ma maman m'a donné. Bah Quentin, c'est pas mal non plus, hein? Voilà. Top. Tout d'abord, quelles sont vos premières impressions? On a fait un demi-tour. Vous en pensez quoi? Je suis très ravi, merci d'abord de m'inviter, ravi d'ouvrir avec vous ce nouveau podcast. C'est un honneur et comme je le disais, on prend de la hauteur. Dat is de eerste keer dat ik hier zit. Et c'est très impressionnant. Donc je vois la basilique à côté de laquelle j'habite. Je vois presque mon bureau à l'autre bout du parc royal. Donc je prends de la hauteur avec vous. Heureusement, j'ai pas le vertige, donc Voilà. ça tombe bien. J'étais il y a quelques mois à la caserne du SIAMU, donc des pompiers de Bruxelles, et je montais sur leur grande échelle, la plus grande de Belgique, 64 mètres. Je me sens quand même un petit peu plus rassuré ici. Oui, Bah. on est bien dans un petit cocon. Dans Oui, cette, et Bruxelles. on va te garder pour une dizaine de minutes parce que maintenant vous êtes chez nous et on promet, on va être sage. Hein. Commençons peut-être par votre parcours. Comment un Belge qui enseigne au Mexique devient-il finalement diplomate? Ben, c'est grâce à mon enseignement au Mexique que je suis devenu diplomate. Pourquoi? Parce que je devais faire ce qu'on appelait un DEA à l'époque, un diplôme d'études approfondies, en plus de ma licence en histoire, pour pouvoir continuer à enseigner au Mexique. Je suis rentré pour le faire en Belgique, dans les relations internationales, et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui préparaient le concours diplomatique. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je vais essayer. J'ai pris un peu de temps. Mijn Nederlands was niet zo goed destijds. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une carrière qui avait l'air tout à fait passionnante, qui combinait la possibilité de travailler dans le service public, ce que j'ai toujours aimé faire, ce que je faisais avant, mais aussi de découvrir le monde, et avec un côté social dans tous les sens du terme qui me plaisait bien. Oui, parce que alors on peut, si on veut, on peut continuer en espagnol, c'est ça? Podemos hablar espagnol, et au falo portugais. Voilà. Vous êtes passé de Kinshasa à Londres, à Rio, au Burundi. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris? D'abord, qu'est-ce que ces expériences m'ont appris? D'abord, beaucoup d'humilité, finalement. Oui. Dire
le monde est vaste, le monde est beau, mais il est aussi plein de défis. Et quand on touche du doigt pour essayer de comprendre, par exemple, ce qui se passe dans un pays comme le Congo ou le Burundi, même le Brésil à des degrés divers, mais finalement, ça permet de relativiser ce qui se passe chez nous. Pas de minimiser, mais de relativiser ce qui se passe chez nous et de prendre toutes ces expériences pour voir comment on peut les mettre en œuvre chez nous pour améliorer la vie des gens. Et justement, encore une question. On sent bien que l'Afrique occupe une place particulièrement forte, hein, dans votre cœur. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un grand connaisseur de l'Afrique ou... Ouais, peut-être que je connais un peu plus que d'autres, mais un grand connaisseur, non, comme je le dis, j'ai touché du doigt. C'est vrai que j'ai vécu 7 ans de ma vie et de ma carrière en Afrique centrale, donc 3 ans et demi, presque 4 ans au Congo et 3 ans au Burundi. C'était tout à fait passionnant. J'ai aussi été envoyé spécial pour les Grands Lacs. J'ai aussi été directeur Afrique au service diplomatique européen. Donc j'ai cette expérience qui me nourrit tous les jours et comme je le disais, qui me permet de relativiser les choses qui se passent chez nous, mais aussi de me nourrir pour voir quelles sont les choses qu'on peut mettre en place, chez nous. Et aussi cette conviction profonde que l'avenir de l'Europe est en Afrique. C'est-à-dire que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On travaille à notre autonomie stratégique en Europe et on doit absolument le faire. On doit probablement le faire même plus qu'on ne le fait encore aujourd'hui. Mais pour moi, cette autonomie stratégique de l'Europe, elle se construira parallèlement à l'autonomie stratégique de l'Afrique. C'est là que se trouve notre avenir, à la fois pour des intérêts, je dirais, défensifs. Il y a une croissance démographique très forte en Afrique. S'il n'y a pas de développement économique, eh bien, il y aura des flux migratoires qui vont être impossibles à gérer. Comme Nigeria, maintenant, Oui, le déjà Nigeria, 200 000. on va passer de 1,8 milliard plus ou moins aujourd'hui à 2,5 milliards dans 25 ans. Donc, les chiffres sont assez impressionnants. Mais aussi, c'est positif. C'est-à-dire que s'il y a un développement économique de l'Afrique, c'est très positif pour nous. Participer à ce développement et profiter de ce développement pour notre propre autonomie. Comme on fait déjà avec notre expérience aérienne, et grâce à Sabena, mais maintenant aussi Bruxelles. Absolument. On a, comme Belgique, on a des atouts à faire valoir en Afrique centrale, mais pas seulement. On est bien présent aussi en Afrique de l'Ouest et par ailleurs. Puis on ne doit pas être les seuls. Et je pense qu'il y a vraiment, pour utiliser le vocabulaire des années 80, mais enfin voilà, j'ai l'âge que j'ai, il y a du win-win qu'on peut faire dans cette relation. Ça a l'air 25 ans, hein, donc voilà. Le win-win, c'est aussi Ça a l'air près de la Grand Roue. Le win-win, c'est aussi le vocabulaire des millennials, hein, donc, Oui. de Cédric et moi. Donc voilà, Okay. on est dans le même bateau, on est dans le même nacelle. Oui, c'est fait. c'est ça. On va maintenant passer à notre première thématique, la sécurité, qui est aujourd'hui quand même assez importante. On voit durant les dernières années, les derniers mois, énormément de street incidents, Fusillade. des fusillades, d'insécurité à Bruxelles. Beaucoup paniquent énormément et disent on n'a jamais connu ça. D'autres disent oui, est-ce que c'est pas est-ce qu'on n'exagère pas? Est-ce que ça a toujours existé, cette insécurité dans une grande ville? Des faits Maintenant, divers. oui. Et donc, ma question est, est-ce qu'on vit ici à Bruxelles aujourd'hui une vraie crise? Je parlais sur le plan de la sécurité parce que bon, on a aussi un peu une crise économique qui est politique, oui. Ouais. Je veux dire politique qui est là, enfin qui est présent. Mais donc sur le plan de la sécurité, est-ce que c'est une vraie crise ou est-ce que c'est ça n'est pas? Non, je crois qu'on peut dire qu'on est dans une phase de crise au niveau de la sécurité, et pas seulement à Bruxelles d'ailleurs. Et que les défis qui se posent au ministre de l'Intérieur que je suis depuis 9 mois, c'est qu'il y a une augmentation très très forte de la criminalité liée au crime organisé, qui est extrêmement liée au trafic de drogue. Donc ça, c'est une évidence et c'est une réalité. Alors, c'est pas tout à fait nouveau. Ça fait quelques années que c'est en cours. Si je prends l'exemple de la consommation de cocaïne qui a connu une progression très importante parce qu'il y a eu une diminution de la consommation de cocaïne aux États-Unis avec l'arrivée de la kétamine. Donc, une redirection de cette production vers nos pays européens avec un vrai dumping parce qu'on fait face à des gens qui font un business model extrêmement performant. Et puis, il y a eu Covid. Et ça a fait exploser la consommation de cocaïne parce que les gens étaient chez eux et pour certains se sont dit finalement il faut un peu se détendre et penser que prendre de la cocaïne c'est une manière de se détendre, ce qui est une très mauvaise idée. Mais donc on a tous ces phénomènes
et la criminalité qui est liée à ça. Donc les fusillades, par exemple, c'est lié, on le sait, à des occupations de territoire entre différentes bandes qui sont un peu au bout de la chaîne de cette distribution. Donc ça n'est à la fois pas tout à fait nouveau, mais c'est vrai que l'acuité et l'intensité est quand même, ces dernières années, relativement importante. Ça veut dire qu'on doit prendre des mesures beaucoup plus fortes. D'abord, on doit prendre la mesure de ce qui se passe, parce que pour mener de bonnes politiques, on doit avoir une bonne image, donc une bonne image de la criminalité. Ça, c'est une instruction que j'ai donnée à la police fédérale, c'est vraiment de travailler de manière encore plus forte, plus précise, plus intense sur une bonne image de la criminalité pour pouvoir mettre en place les bonnes politiques pour répondre à cette situation qui est une situation d'insécurité, certainement pour les personnes qui vivent dans les zones où il y a de nombreuses fusillades, les personnes qui habitent à Clémenceau, au Parc Bonnevie, à Molenbeek, place Bethléem et d'autres places, vivent dans l'insécurité. Et puis, il y a le sentiment d'insécurité, sont deux choses qui sont importantes. Il ne faut pas nier, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et ça demande des politiques différentes. C'est pour ça qu'il faut avoir cette bonne image, il faut savoir de quoi on parle, pour mettre en œuvre des bonnes politiques, c'est-à-dire renforcer notre capacité d'image, renforcer nos services de police, que ce soit au niveau de la police locale ou de la police fédérale, renforcer nos services de renseignement, faire en sorte que on ait une culture de la sécurité qui soit un petit peu plus affermie en Belgique. Ça, je peux le dire de mon expérience aussi à l'étranger. En Belgique, on n'a pas de culture de la sécurité. Et la formule que j'utilise, parce que j'y crois vraiment, c'est que pour éviter de mettre en place un État sécuritaire, il faut qu'on assure la sécurité. Si on n'assure pas la sécurité de nos concitoyens, à un moment, on aura un retour de balancier et on va devoir prendre des mesures extrêmement fortes, comme la Suède a dû le faire, par exemple, ces dernières années, parce qu'ils ont perdu le contrôle du territoire. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous dis, on n'a pas de territoire perdu à Bruxelles ni en Belgique. Il n'y a aucune rue de la ville où la police me dit, monsieur le ministre, là, on ne peut pas ou on ne veut pas aller. Parfois, il faut plutôt aller à 3 voitures qu'à une voiture. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas de territoire perdu en Belgique et il faut surtout qu'on maintienne cette situation. Il ne peut pas y avoir de territoire perdu parce que c'est plus facile de perdre le contrôle d'un territoire que de regagner le contrôle de ce territoire. Et la confiance des gens qui habitent, les riverains, les gens dans le quartier, c'est ça que Absolument. C'est pour ça que je suis beaucoup sur le terrain, pas seulement à Bruxelles, parce que de bon compte, je suis le ministre de l'Intérieur de tout le royaume, donc je suis beaucoup sur le terrain. Ah, il y a quelque chose dehors de Bruxelles aussi? Ah. Oui, t'es pas au courant. Il existe un monde en dehors de Bruxelles. Autre monde. Parfois, si je peux faire ce petit can-takening politique, parfois bon en tant que Bruxellois, et je parle en tant que Bruxellois, de se rendre compte qu'il y a un monde en dehors de Bruxelles. Il nous regarde parfois avec une forme de circonspection, et j'utilise là le British understatement du jour. Mais j'étais fin de l'été, je suis allé voir les gens au Parc Bonnevie, à Clémenceau, parce que je pense que c'est de nouveau important d'écouter les personnes, savoir ce qu'elles ont à dire, mais aussi envoyer un message d'intérêt par rapport à la situation qu'ils vivent, et puis, bien sûr, mettre en œuvre des politiques. Il ne suffit pas d'aller sur le terrain, de voir les gens, d'écouter, je pense que c'est très important, mais il faut aussi mettre en œuvre des politiques pour répondre aux vrais défis sécuritaires qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui, tout à fait. On le disait là tantôt avec Frédéric aussi. On vous voit beaucoup sur le terrain, c'est clair. Quand il y a des shootings qui se passent, c'est important qu'on a l'impression aussi, mais qu'effectivement, par après, il y a des choses qui soient faites, mais que vous soyez présents. C'est la première fois aussi, on n'a pas fait le calcul, on n'a pas checké tous les ministres, qu'on a un ministre bruxellois de l'Intérieur. On disait aussi souvent, on a l'impression en tant que Bruxellois, moi je suis born and raised à Bruxelles, Frédéric est un danseur Vlaming. Oh, c'est la même c'est chose. la première fois, mais c'était pas le cas. Ouais. Voilà. On a l'impression qu'en dehors de Bruxelles et au fédéral, on n'a pas ce sentiment d'aimer notre capitale. Mais je dirais que j'extrapole par rapport à la Belgique. Pour être aimé, il faut s'aimer soi-même. On s'aime. Ça, c'est la première chose. Mais il faut aussi se donner les moyens et la fois de s'aimer et d'être aimé par les autres. Il y a toujours eu une relation d'amour-haine entre Bruxelles et le reste du pays. Je fais une confidence. Même ma grand-mère, bonne maman, me disait que quand ses cousines venaient c'était de Brabant-Wallon, mais à l'époque, c'était encore la campagne, vraiment la vraie campagne de Brabant-Wallon. Elle me disait, mais tu sais, mon petit coco, les Wallons n'ont jamais aimé Bruxelles. Et j'en parle des années de l'entre-deux-guerres. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses pour ça. Moi, je vois que ce n'est pas que les autres aiment ou n'aiment pas Bruxelles. C'est la capitale.
C'est une ville, c'est ma ville. Alors moi, je suis aussi born and raised in Brussels. Bon, un peu avant toi. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Quelques années. 2 ans. Mais j'aime Bruxelles et je porte vraiment ce message à tous les niveaux parce que j'ai peut-être un avantage et que je suis non seulement bruxellois de naissance, j'ai habité, mais c'est ma ville et c'est mon port d'attache. Parce qu'ayant vécu quand même presque une bonne quinzaine d'années à l'étranger avec des allers-retours, c'est vraiment devenu aussi mon port d'attache, le home sweet home, l'endroit où on rentre et on se dit: «Ah voilà, je suis bien là où je suis, mais ici c'est vraiment chez moi». Bruxelles a beaucoup d'atouts et il y a beaucoup de défis et il faut y répondre, voilà, et c'est pour ça que c'est peut-être intéressant qu'on ait Pour, le plus rapidement possible peut-être un gouvernement. Tout à fait. pour faire une réflexion sur votre plan grand ville, qui est certainement pas que Bruxelles, il y a encore des autres grandes villes dans ce pays. Donc, maintenant, c'est un total de 65 millions d'euros, c'est ça? Oui, on a identifié 65 millions d'euros de mesures pour mettre dans ce plan grande ville. Ce plan grande ville, qui est donc essentiellement un plan pour Bruxelles et Anvers, tel que prévu par l'accord de gouvernement, j'ai voulu étendre ça à d'autres villes pour deux raisons. Un, parce que la situation dans les autres villes du pays n'est pas non plus magnifique. Donc, il y a aussi des défis aussi liés au crime organisé qui doivent être pris à bras-le-corps. Mais deux, fondamentalement, ce que je voulais, c'était créer un cadre qui puisse être utilisé pour les différentes villes du pays. Donc, ce n'est pas un one size fits all. Au contraire, ce n'est pas non plus que chaque ville invente finalement son propre système et dans lequel la police alors doit après s'adapter pour voir comment faire. Donc, on a quand même des défis communs avec des ampleurs différentes, évidemment. Mais donc, je dis, voyons ça dans un cadre organique avec un certain nombre de critères. Et c'est dans la complétion de ces différents critères qu'on voit là où on doit mettre un peu plus d'ampleur dans les différentes mesures qu'on peut prendre, tout en étant clair. C'est vrai que c'est Bruxelles et Anvers où on a les éléments les plus importants, et on le voit dans l'image de la criminalité. Je devais refaire un plan canal. Il y a un Stromplan à Anvers, c'est un peu de là qu'est née l'idée, mais faisons un cadre qu'on peut appliquer et qu'on peut même appliquer finalement aussi aux villes moyennes et pourquoi pas aux campagnes. C'est vraiment en fait finalement une espèce de cadre logique que j'ai voulu créer pour qu'on sache un petit peu quels sont les types d'actions qu'on peut mener. Et moi, j'ai pas peur de dire, sans réinventer l'eau tiède, hein, c'est pas le type de politicien ou de ministre qui va venir en disant, voilà, personne n'a rien compris avant moi j'ai tout compris, je viens avec plein de mesures nouvelles parce que enfin la lumière va arriver. Non, il y a plein de choses qui existent déjà. Parfois, et c'est normal avec le temps, on perd un peu le lien entre les différentes choses, on perd un peu l'intensité. Donc, c'était l'idée de remettre un peu d'ordre là-dedans et de dire, OK, on fait des opérations coup de poing, on fait des opérations de suivi, on fait des opérations anti-blanchiment, on travaille sur le réseau de caméras, qui est une grande partie de ces 65 millions. Donc, la question qu'on me pose souvent, c'est, OK, mais il y a combien pour Bruxelles, il y a combien pour Anvers, et combien pour les autres villes? Moi, j'ai envie de dire, c'est en fonction des moyens qui sont, en fonction des nécessités par rapport à ce plan qu'on va déterminer les moyens. Et si demain ou après-demain, je me dis, OK, mais avec ces 65 millions que j'ai planifiés, j'ai pas assez, eh bien, je retournerai à la table du gouvernement et voir quels moyens on peut encore dégager. Je préfère demander des moyens au fur et à mesure où je mets en œuvre mes projets. Et comme ça, on peut faire du fine-tuning, on peut voir ce qui fonctionne, on peut voir ce qui fonctionne moins bien. Pour travailler sur tous ces plans-là assez forts et avoir un impact, que ce soit sur les caméras anti-blanchissement, mais on parle aussi de prévention, il faut avoir une collaboration sur tous les niveaux. On voit maintenant qu'il y a une très forte collaboration depuis 1 an, plus ou moins, ou avant ça, avec vous, la commissaire de drogue et le procureur bruxellois Julien Moineau. Ce qui est un signal très fort. On voit que des choses qu'on a 3 figures, au moins 3 figures qui veulent créer des solutions pour les problèmes, les enjeux qu'on a ici à Bruxelles. Et puis après, on doit aussi prendre en compte les pouvoirs locaux. Là, on voit que des fois, surtout quand on parle de la fusion des zones de police, qu'à Bruxelles, certains bourgmestres ne sont aussi pas d'accord. Qu'est-ce que vous trouvez, vous, de cette collaboration? Vous pensez que ça ira? Oui, moi je crois beaucoup à la collaboration et à la coopération. Je crois beaucoup aussi à la concertation, un peu inhérent à qui je suis, mais aussi à ma carrière précédente. Il faut que tout le monde coopère. On a un seul objectif. On a un objectif commun qui est partagé par tout le monde, c'est de renforcer la sécurité. Bon, on est à Bruxelles pour les Bruxelloises et les Bruxellois, plus les
centaines de milliers de personnes qui viennent y travailler tous les jours, plus tous les touristes qui viennent dans notre capitale. Donc cet engagement-là, il est commun à tout le monde. Après, on peut avoir des différences sur la manière de les mettre en œuvre et sur les moyens qu'on veut utiliser. Parler donc je me réjouis en effet du travail qu'on peut faire avec Julien Moinil. On a un procureur du roi qui prend les choses en main, qui a envie de faire des choses et qui fait des choses avec des vrais résultats. Donc c'est très bien que la Commission nationale de la drogue. Mais je sais que les collègues du gouvernement, on travaille justement à voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre. Alors une des mesures, c'est la fusion des zones de police. Je sais qu'elle est controversée. Il faut être de bon compte. Elle a trop souvent été mal présentée aussi comme l'antichambre de la fusion des communes, comme un projet flamand contre Bruxelles à qui il fallait tordre le bras. Moi, j'ai pris l'accord de gouvernement, j'ai dit OK, il faut le faire, et j'en ai fait un projet positif pour, à travers une unité de commandement, une meilleure répartition entre les capacités d'intervention et la police de proximité qui sera renforcée par cette fusion. Contrairement à la crainte que j'entends la crainte, mais mon objectif, c'est de faire en sorte que la police de proximité soit renforcée. Et je crois qu'on le voit à Bruxelles, il y a des questions de sécurité qui doivent être mieux appréhendées et mieux gérées, et la fusion des zones de police doit nous aider à faire ça. Mais ce n'est pas non plus la solution. Il n'y a pas la solution. Moi, j'entends souvent, je viens comme les militaires en rue, aussi dans le plan en grande ville, on me dit « Ah oui, mais ce n'est pas la solution ». Je dis « Non, mais vous pouvez prendre chacune des mesures séparément, l'analyser séparément comme dans une espèce de laboratoire. » C'est pas la solution, mais c'est le début. Donc. Mais c'est en tout cas partie de la solution. C'est un puzzle, et pour compléter le puzzle, il faut que toutes les pièces soient là. Oui, effectivement. Oui, et en parlant vous disiez effectivement qu'il faut travailler sur la prévention. Et ici, il y a Ine van Wijmers qui a dit « Beste wapen tegen drugs is een warme samenleving ». Vous parlez de la police de proximité. En fait, c'est exactement ce qu'elle dit dans le plan qu'elle fait en collaboration avec le Il faut une police de proximité, mais il faut, ce qu'elle dit en fait, le modèle de l'iceberg, et qu'il faut alors, c'est contre-intuitif aujourd'hui, il faut réchauffer l'eau dans laquelle est l'iceberg pour que l'iceberg fonde. Et donc la partie émergée, c'est tout ce qu'on voit, c'est le trafic de drogue avec les dealers, avec les fusillades, etc. Puis vous avez en dessous tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains et toutes les questions de radicalisme. Moi, j'utilise le modèle de la chaîne, le maillon de l'ordre et de la tranquillité publique, qui est ce dont je vais m'occuper comme ministre de la Sécurité de l'Intérieur. Il est au milieu de la chaîne, on va dire, pour ce qui me concerne. Et vous avez tous les maillons avant, qui sont l'organisation de la société. C'est les affaires sociales, c'est le logement, c'est l'éducation, c'est la prévention, c'est la propreté, qui est un élément, et à Bruxelles, vraiment problématique, un élément fondamental en termes de sécurité. Je sais. Puis vous avez l'ordre et la tranquillité publique, et puis vous avez tous les maillons qui concernent la justice. Et tous ces maillons, c'est une chaîne, donc s'il y a des maillons faibles, la chaîne se brise. Donc le maillon, c'est vrai, de l'ordre de la tranquillité publique doit être fort, mais s'il est fort tout seul, sans que les maillons de l'organisation de la société et les maillons de la justice soient forts aussi, finalement, on pédale un petit peu dans la semoule, comme on dit. Donc, c'est pas ça qu'on doit faire. Je vais arrêter ici juste parce qu'on est maintenant sur le sommet. On est sur le sommet et notre nacelle reste ici pour une seule petite minute, je crois. Pour une minute. Donc voilà, c'est le moment du sommet. Et donc, petite question aussi à vous, Bernard. La question, c'est, on est arrêté tout en haut de la grande roue et le moment parfait pour réfléchir à la vie et à notre ville. Et donc, la question, c'est, Imen? La question est, quel a été le moment le plus fort, vu qu'on est au sommet de cette roue, pour vous, que ce soit sur le plan professionnel ou privé? Alors, je vais rester sur le plan professionnel. Alors, je pourrais vous dire évidemment très facilement, c'est le moment où Georges Louis m'a appelé pour me demander si je voulais bien devenir ministre des Affaires étrangères, le premier poste ministériel que j'ai oublié. C'est évidemment un très grand moment, mais j'ai un vrai moment d'émotion professionnelle. C'était au Congo. J'ai beaucoup travaillé sur l'organisation des premières élections libres qui ont lieu en 2006 au Congo. Et on était en observation électorale avec mon ambassadeur dans un des collèges là à Kinshasa. Il y a un vieux monsieur qui avait l'air d'avoir 200 ans qui est arrivé à la carte d'électeur et qui a dit « On me dit que vous êtes l'ambassadeur de la Belgique. » Oui, bien sûr, monsieur, il dit. Et il montre sa carte d'électeur et il dit « Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma dignité. » Et ça, même quand j'ai dit aujourd'hui, j'ai encore la chair de poule, parce que ça, on s'est regardés tous les deux, on a dit waouh, waouh. On a modestement, je ne fais pas une précision, modestement contribué à quelque chose d'extraordinaire avec ce vieux monsieur qui avait voté
40 ans avant et qui, pour la première fois, pouvaient revoter librement. Et ça, je dois dire, Ouais, c'est beau. c'était émouvant. Ouais, Ça, bon moment. je peux m'imaginer, ouais. Une belle histoire. On est en train de redescendre. On redescend doucement. C'est un bon moment pour parler sur notre sujet, Bernard, parce que vous êtes aussi en charge de Belliris. Ah, Belleris. Elle porte bien son nom. Et là, le mot belle, hein, rendre Bruxelles plus belle. Hein? On entend souvent dire que Bruxelles va mal, les chantiers sont à l'arrêt, le métro 3, le Place Schumann, la propreté. Et bien pour moi, en tant que je vais à la ville de Bruxelles, je vois parfois des projets qui n'avancent pas. Par exemple, Palais du Midi, le canal, la gare du Midi. La liste devient longue, malheureusement. Et donc, Belleris a un rôle clé dans ce sujet aussi. On a parlé sur le sentiment d'insécurité, c'est justement aussi un des atouts et des défis que Belliris peut rapporter. Donc, comment vous voyez votre rôle en tant que ministre en charge pour Belliris? Mais pour moi, Belleris porte bien son nom. Alors, je ne vais pas revenir sur tout l'historique des 30 dernières années, mais donc fondamentalement, Belleris doit travailler à des questions de mobilité et finalement, ce que moi j'appelle maintenant des questions de beau. Le beau est important dans une ville et dans la vie. Si les choses ne sont pas belles, on n'a pas envie de se battre pour elles, etc. Et Regarde si en autour de haut, nous. Ouais. regardez, malgré la bruxellisation bien connue de Bruxelles, c'est une ville, tout qui vient à Bruxelles, je dis, mais voilà, elle ne se laisse pas découvrir facilement. C'est sûr. Mais justement, c'est une partie de Faut la son connaître. charme. Ouais. Et donc, ce que je veux avec Belleris, c'est un peu recentrer les missions pour dire, OK, on va travailler sur les questions de mobilité qui sont fondamentales. D'abord pour les Bruxelloises et pour les Bruxellois, mais aussi, c'est la capitale. Il faut assumer ce rôle de capitale pour toutes les personnes qui viennent en visite, pour toutes les personnes qui viennent y travailler tous les jours, tous nos amis flamands et wallons qui viennent travailler tous les jours à Bruxelles et qui contribuent non seulement à ce rôle de capitale, mais aussi à l'économie bruxelloise de ce point de vue-là. Et c'est aussi travailler, quand je dis sur le beau, ce sont les parcs, ce sont les avenues, c'est le rond-point Schumann qui combine des questions de mobilité, même si j'ai mes questions sur la mobilité par rapport au rond-point Schumann, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, et de faire du beau, mais il faut aussi être raisonnable. Et tu as cité un certain nombre de sujets ou d'objets où, j'ai envie de dire, c'est bien de rêver. Il faut rêver. Mais quand on est politique, il faut rêver, il faut toujours penser l'idéal. Mais l'objectif, la responsabilité politique, c'est aussi de voir comment on met en œuvre l'idéal. Et bien sûr, là, il faut voir en fonction des moyens dont on dispose. Dans le projet Canal, tout le monde a envie de dire que c'est magnifique, mais est-ce que c'est payable? Je crois que poser la question, c'est y répondre. Est-ce qu'il faut un auvent sur le rond-point Schumann? Bon, au-delà d'aspect esthétique, dont on peut discuter, mais ce n'est pas le sujet, mais est-ce que 13 millions, c'est raisonnable alors qu'on ne les a pas? Et il y a certainement moyen de faire quelque chose de beau, d'agréable, d'esthétique, sans pour autant que ça coûte ça. Et ça, il faut vraiment qu'au niveau bruxellois, et à travers Belleris, je me rends compte que Ça doit rester buvable. mais il faut qu'au niveau bruxellois, on se rende compte que on doit se donner les moyens de ses ambitions, mais parfois il faut adapter un petit peu ses ambitions aux moyens dont on dispose. Je propose comme projet le métro 3. Mais la phase 1, au moins. Oui. Un au moins. Mais écoutez, le métro, moi je suis un homme d'action et de décision. Donc, il faut souvent penser, un diplomate qui va faire la concertation, on ne va pas décider. C'est beaucoup de gens qui disent ça, ne savent pas ce que c'est que le métier de diplomate, mais ce n'est pas grave, on aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais, comment dirais-je, c'est un peu prétentieux, mais enfin bon, un peu de prétention de temps en temps, de dire, j'ai peut-être anticipé ce que la Cour des comptes a dit. Moi, je suis pour le métro à Bruxelles. Je pense même qu'il faut plus de métro à Bruxelles. C'est une évidence. Une capitale comme Bruxelles, une métropole comme Bruxelles, doit avoir plus de métro. Mais il faut pouvoir l'assumer et il faut pouvoir le payer. Et si on avait trop d'argent, eh bien, on pourrait faire un métro avec plus de stations qu'il n'en faut, avec des grandes stations cathédrales comme on a construit quand on avait de l'argent et qu'on pensait que l'argent que la source était intarissable. Donc, ce que je dis par rapport au métro, par exemple, c'est de dire, mais faisons le point financièrement, regardons ce qui est possible, regardons ce qui n'est pas possible. Peut-être faut-il essayer vraiment une idée qui ne doit pas forcément être celle qu'on met en œuvre, mais peut-être on doit, comme disent les ingénieurs, un peu
stater les chantiers, le temps qu'on mette de l'ordre dans les finances publiques et qu'on puisse se payer. Mais croire que Belleris va tout payer, ça ne va pas fonctionner comme ça. D'abord, Belleris n'en a pas les moyens, et si Belleris doit tout payer à coût de 100 millions par an, on parle de 4 milliards. Hein, et il n'y a que Belleris qui a mis de l'argent. Oui, dedans. mais par exemple, C'est 40 ans, hein, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très bon en maths, mais 4 milliards à coût de 100 millions, c'est 40 C'est ans. ça. Mais par exemple, Amsterdam, Londres, Madrid, ils ont tous construit ou prolongé un métro et ça a coûté, parce que j'ai checké, ça a tout coûté entre 3 et 4 millions. Mais ça, là, bien sûr, c'est aussi le fédéral qui a investi. Par exemple, le prix pour une extension au nouvel métro, c'est pas si... c'est bien sûr grave, mais quand on le compare avec les autres pays, c'est... Oui, mais on est quand même passé d'un projet de 1 milliard à un projet de 4 milliards. Donc, il y a quand même des questions aussi sur la préparation, Ça fait. la préparation des choses. Et est-ce que d'autres doivent payer? Peut-être, mais moi, ce que je veux, c'est qu'avant de se lancer dans quelque chose, on ait consolidé le projet, on ait consolidé le dossier. Si on dit demain que ça ne peut marcher que si le fédéral met plus la main à la poche, avant de lancer le chantier, Il faut que ce soit on clair. s'assure Ouais. qu'il y a les moyens. Ouais. C'est la seule chose que je demande, c'est qu'on ne lance pas des chantiers en disant « et on verra bien demain qui va payer ». Ça, c'est pas la manière dont moi je fais de la politique. Oui, nous, on est d'accord. Et au Parlement bruxellois, on va aussi avoir normalement une commission spéciale qui va tout analyser effectivement et entendre. On ne peut pas se lancer dans un projet si ce n'est pas clair quel est le financement exact. Normalement, on doit clôturer. Mais je parle trop, hein, je suis désolé. Mais non, mais c'est pas de grave. souci, on Mais va clôturer. Vous savez, notre podcast s'appelle On ronde chez Bruxelles. Et on pose tout le temps la question à la fin, draait Bruxelles door. Ça peut être du côté positif, on peut le voir comme un truc positif, mais aussi comme un truc négatif. Et donc, ma question est, Bernard, draait Bruxelles door of niet? Et moi, j'ai beaucoup d'espoir pour Bruxelles et j'ai beaucoup d'ambition pour Bruxelles. Donc oui, mais ça ne tournera que de la manière dont on voudra la faire tourner. Ça, c'est la responsabilité de tout le monde, à commencer par les citoyens. Je pense que tout le monde doit se rendre compte. Il ne faut pas se regarder les uns les autres, c'est les politiques, c'est les citoyens, c'est la police, c'est ceci, c'est cela. Non, on a tous un rôle à jouer. Bruxelles est pleine d'atouts, franchement. J'ai vécu dans quelques villes. Bruxelles a plein d'atouts, on est au cœur de l'Europe, on est sympa quand même, enfin, c'est agréable d'être à Bruxelles. Cet homme de Bruxelles ne se prend pas au sérieux. Parfois, peut-être qu'on devrait plus se prendre au sérieux, mais bon, voilà, on ne doit pas perdre notre âme. Hein. Moi, je l'ai dit, pour faire une confidence, j'ai une réunion avec matin avec le service de sécurité et de police pour faire un peu le point des événements des derniers jours qui étaient un peu compliqués. J'ai dit, on doit absolument renforcer notre culture de sécurité en Belgique, mais sans perdre notre âme. Ouais, tout à fait. C'est la même chose pour Bruxelles. On doit continuer à des quêtes de Bruxelles, à aller manger nos frites mayonnaise sur la place, à boire des bières. Regardez, le 21 juillet, pour moi, est un exemple magnifique, je trouve. On a le 20 et le 21 juillet, on a le côté sérieux, formel que peut avoir le 21 juillet, le défilé, puis même la fête, et puis on a la fête populaire à Vosseplein, qui est quand même ongelooflijk. Et Frédéric fête chaque année son anniversaire, parce que son anniversaire, c'est le 21. C'est le 21. Ah bah voilà. Ouais. C'est de Vosseplein, toujours avec des amis. On prenne une table et on fait la fête. Eh bien, je viendrai l'année prochaine. De toute façon, un tout grand merci, Bernard. Plaisir. Vraiment, et à la prochaine fois. À la très prochaine. Prochaine fois.